French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Toucher peut-être, couler certainement pas. Chacun des trois entrepreneurs voyageurs avec lesquels nous allons partager aujourd'hui le micro de French Boss, chacun d'eux, quel que soit le stade de la crise où se trouve actuellement le pays dans lequel il vit, chacun d'eux préfère déjà penser à la suite, à un avenir auquel il continue de croire et qu'il prépare déjà activement. Rebondir, prévoir, bouger, pour ne pas sombrer maintenant dans la noirceur qui s'est emparée de la planète il y a quelques semaines. Chronologiquement, il a été le premier à entrer dans la crise et il va donc être le premier aussi à en sortir. Thomas Chabrière a créé Insiders Experience à Shanghai en 2008, une société de tourisme dans un pays hermétiquement fermé depuis 2 mois et demi. Thomas Chabrière. La mésaventure a commencé au mois de janvier quand effectivement Wuhan a été mis en isolement total, et là on a compris que c'était assez sérieux, mais évidemment on pouvait pas imaginer une seconde que ça prendrait de telles proportions. Donc fin janvier, ça a coïncidé, en fait le début de l'épidémie a coïncidé avec le début du Nouvel An chinois, qui est ce moment dans l'année où la Chine est complètement fermée, et du coup on a très rapidement en fait mis en suspens nos opérations totalement. La crise a été, je pense, très bien gérée d'un point de vue humain. D'un point de vue business, on avait moins de recul et on a été plus dans la précipitation. Donc on a eu 100% d'annulation sur toutes nos réservations et aucun report. J'ai un bureau à Marrakech où on a la même chose à Marrakech depuis, on va dire, 15 jours. Et là, pour le coup, ça a été mieux géré puisque on a plus de 50% de report de dossiers, ce qui permet à une petite entreprise pour la mienne d'être comme la mienne, d'être plus sereine d'un point de vue trésorerie. Alors justement, c'est un petit peu l'angle de cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Comment vous allez réussir à remonter la pente une fois que tout ça sera terminé? Ça va être difficile en Chine. Vous avez perdu 100% de votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'on pense à l'après déjà pour ce qui concerne la partie chinoise de votre société, Thomas? Alors on pense à l'après pour la partie chinoise de ma société, tout à fait. Surtout que on a eu un faux départ là récemment puisque donc mon entreprise est présente dans 3 villes en Chine, à Shanghai, à Xi'an et à Guilin. On va parler de Shanghai aujourd'hui puisque c'est la ville la plus connue, puis c'est un peu là où le gros de notre activité se passe. Il y a eu une reprise, un faux départ, mais une reprise des activités il y a 10 jours, le 17 mars, où le gouvernement local a autorisé la reprise d'activités touristiques. Et puis en fait derrière, ils ont refermé les sites touristiques là il y a quelques jours, et puis les frontières ont été fermées. Donc c'était un espèce de faux départ, mais c'était très intéressant parce que ça nous a déjà donné une bonne vue de ce à quoi va ressembler le marché pour nous. Aujourd'hui, notre clientèle, à l'exception de Guilin, où on est prestataire du Club Med, et donc on a une clientèle qui est à 97% chinoise, sur Shanghai et sur Xi'an, c'est une clientèle quasi exclusivement étrangère. Bon, là, depuis ce faux départ, comme on va l'appeler, on travaille énormément au repositionnement de notre offre, à créer une nouvelle offre. Donc on n'efface pas notre offre actuelle, mais on est en train de signiser notre offre. C'est-à-dire que on est en train de se dire que voilà, le premier segment de marché qui va se réveiller, ça va être le marché national. Et ça va être les Chinois de Shanghai et d'autres villes qui vont commencer à voyager doucement et puis à de nouveau profiter un petit peu de la vie. Et leurs attentes ne sont absolument pas les mêmes que celles de notre clientèle habituelle. Donc on prend l'expérience de ce qu'on fait à Guilin et on est en train de l'adapter sur Shanghai, et aussi de monter une offre pour tous ces occidentaux qui rentrent, qui sont obligés de faire une quarantaine en arrivant, et qui il y a un côté un petit peu oppressant, tout le monde le vit en ce moment, et qui du coup quand ils sortent ont qu'une seule envie, c'est de croquer dans la vie à plein dedans et puis d'avoir une vie autre que celle de leur balcon. Et donc on est en train de vendre des chèques cadeaux pour les amis qui ont leurs amis qui vont sortir, et ça marche pas mal. Donc on récupère pas notre chiffre d'avant, mais il y a un petit frémissement du marché où, en repensant notre offre, on a réussi à tourner ça en opportunité, en fait. Vous nous disiez il y a un an, Thomas, que la marche en avant de votre société était une marche qu'on pouvait qualifier de chaotique. Elle était avant tout chaotique. Et finalement,
au travers de ce que vous me racontez là à l'instant, chaotique, ça veut dire très réactif aussi, très agile, comme on dit aujourd'hui. Et on a l'impression que finalement, c'est ce qui vous sauve un petit peu aujourd'hui, dans la mesure où vous nous disiez aussi que 60% du chiffre d'affaires global de votre société était fait en Chine. Ce qui vous sauve aujourd'hui, c'est votre côté réactif, justement? On va voir si le côté réactif est ce qui nous sauve, mais s'il y a quelque chose qui va nous sauver, oui, c'est effectivement la réactivité, la flexibilité, de mettre de côté nos certitudes, et puis de se dire, voilà, ce qui a toujours marché, c'est une société qui a que 11 ans, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même 11 ans, ce qui a toujours marché ne va pas forcément marcher à nouveau. Et je pense que il faut surtout pas appréhender le marché en se disant, ça va être comme avant, peut-être que ça va l'être, mais peut-être que ça va pas l'être. Et il me semble que voilà, le seul moyen de sortir de ça gagnant, c'est de tourner ce challenge en opportunité et se dire, bon voilà, comment est-ce que ce qui se passe peut être une opportunité? Donc déjà parce qu'on est en confinement, donc on n'est pas du tout pris par les opérations, donc on peut faire tout un travail de fond. Je suis par exemple en train d'écrire le manuel opératoire de mon entreprise, donc une espèce de bible que j'avais jamais pris le temps de faire, mais aussi de travailler, d'échanger avec des potentiels partenaires qui eux aussi sont très disponibles. Alors peut-être pas d'esprit parce que tout le monde est pris par ses craintes d'un avenir incertain, mais tout le monde est disponible aujourd'hui et tout le monde est très content d'être sollicité comme vous m'avez sollicité. Voilà, je suis ravi d'échanger avec vous et de parler de l'avenir et de pas juste rester chez moi à me regarder le nombril. Donc oui, on est obligé d'aller de l'avant, on est obligé d'être réactif, d'être proactif et puis d'écrire l'avenir qui est complètement incertain. Donc c'est là où l'opportunité est. Il n'y a pas de règle. C'est à nous de décider ce que ça va être. Alors au moment où on se parle, on sait que l'aspect médical est en passe d'être résolu en Chine. Ça, c'est pas complètement fini, mais en tout cas c'est le pays qui est le plus avancé vers la guérison, si je puis employer ce mot. Est-ce que vous sentez une volonté forte de la Chine de redresser son économie et si oui, à quoi vous la sentez cette volonté? Alors il y a une volonté forte effectivement de la Chine de redresser son économie parce que ils sont pas structurés comme la France par exemple où vous avez un système de chômage, d'assistance, etc. Et puis ils sont un peu dans l'avenir. C'est très intéressant de regarder la Chine en étant en Europe ou aux États-Unis. Et les États-Unis regarderont l'Europe dans quelques semaines quand nous on en sortira et que eux seront dans le creux de la vague. Donc il y a une volonté, il y a des aides aujourd'hui pour les entreprises chinoises. Alors hélas, étant étranger, je n'en bénéficie pas. Mais d'un point de vue macro déjà, je sais que le gouvernement central est en train de replanifier des gros événements un peu partout à travers le pays pour relancer l'économie locale, pour commencer déjà à faire travailler des prestataires, etc. Donc ils sont très proactifs là-dedans. On est vraiment dans un système économique qui est très différent de ce qu'on pourrait connaître en France, bien évidemment. Donc l'implication gouvernementale n'est pas du tout perçue de la même manière. Alors vous nous dites qu'il y a des aides qui sont prévues pour l'économie chinoise, mais vous ne rentrez pas dans le cadre de ces aides dans la mesure où vous n'êtes pas chinois. Est-ce que ce serait de nature à vous faire regretter d'avoir créé une société dans ce pays-là? Non, je regrette pas d'avoir créé une société en Chine, non pas du tout. Après, ce sont les règles du jeu. On n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Et puis voilà, je pense que moi, dans la grande famille des immigrés à travers le monde, je suis dans ceux qui sont les bien mieux lotis et de très loin. Donc, le gouvernement chinois décide de favoriser l'économie chinoise avec des actionnaires chinois. Voilà, c'est comme ça. Je pense que ça va être la même chose dans beaucoup de pays dans le monde. Et puis voilà, on en bénéficie quand même. Il y a des reports d'impôts, il y a quand même des facilités fiscales. Et puis tout le monde comprend un petit peu l'intérêt de s'entraider pour s'en sortir ensemble. C'est-à-dire que là, la recherche du profit immédiat de je vous force à payer le loyer alors que votre trésorerie est presque à sec, personne ne nous l'impose. Même dans le sud de la Chine, où on est à Guilin dont je vous parlais, on est dans la campagne, on loue 2 étages d'une maison à une dame chinoise qui a une toute petite supérette. Alors imaginez petite supérette de campagne. Et donc les 2 loyers qu'on lui paye sont assez significatifs pour elle puisque c'est à peu près 300 € par mois. Et même elle, quand je l'ai contactée pour lui expliquer qu'il y avait cette crise qui était en train d'arriver, etc., elle était extrêmement bien renseignée. Elle était tout à fait dans un esprit de dialogue et d'empathie. Et elle a reporté les loyers en me disant il n'y a pas de problème.
vous paierez les loyers quand l'activité reprendra, et puis voilà, on est dedans ensemble. Donc elle a bien compris qu'elle pouvait prendre des loyers tout de suite, mais avec le risque que je fasse faillite et que du coup elle me perde, ou de dire on est là-dedans ensemble, on va s'en sortir ensemble. Donc je pense que le message en Chine de solidarité et de ce que je perçois est très bien passé. Il y a une question que je me pose, Thomas. Après cette période longue de sinistrose, de psychose, il y a souvent des phénomènes euphoriques derrière, et ces phénomènes euphoriques, ils pourraient jouer en faveur d'une activité telle que la vôtre, qui est basée avant tout sur le plaisir, le tourisme, la fête, la joie, si je puis dire. Est-ce que vous pourriez profiter de ce retour de manivelle, si je peux m'exprimer ainsi? On espère qu'il y avoir ce retour euphorique. Le président Macron disait que c'était la guerre. À la fin de la guerre, il y a la libération. Et puis voilà, il y a ces scènes de liesse, etc. Je pense que nous, ça va être un petit peu différent. Je pense qu'il y aura plus un effet un peu gueule de bois. C'est-à-dire que c'est un lendemain de quelque chose de très bizarre qui s'est passé. On sort, mais on y va doucement. Et c'est ce qui se passe à Shanghai. Les gens ressortent, mais continuent à avoir des masques, continuent à garder leur distance. Les restaurants sont tous ouverts, mais ils n'ont pas le droit d'être remplis à plus de 50%. Donc, ça revient à la normale, mais pas tout de suite. Et l'euphorie sera, à mon avis, plus dans des cercles restreints de famille ou d'amis que de grande euphorie, effectivement. Donc, nous, on essaye de se positionner dessus. Je vous parlais tout à l'heure de ces chèques cadeaux qu'on peut faire pour offrir un tour en Jeep cabriolet avec du champagne à Shanghai à vos amis qui sortent de leur quarantaine. Parce que c'est pas drôle, c'est une vraie quarantaine, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de passer la porte de votre maison. Vous avez des infirmiers qui viennent 2 fois par jour prendre votre température. Il y a un monsieur de l'entretien qui passe 1 fois par jour, qui tape à votre porte. Vous devez attendre, ouvrir. Il y a un sac poubelle dans lequel vous mettez votre sac poubelle, mais vous ne le voyez pas, il reste éloigné. Et quand vous avez fermé votre porte, il vient le prendre, etc. Et vous êtes sous scellé, vous êtes dans votre maison est une cellule. Ce n'est pas comme en France où vous pouvez sortir, faire des courses, etc. Donc c'est très anxiogène, surtout que ce n'est pas notre pays quand on est en Chine. Donc il y a là pour le coup effectivement il y a ce côté d'euphorie, mais d'euphorie de retour à la normale, un euphorie plus à la Mini Poulain, vous voyez, un petit truc on apprécie les petites choses de la vie. Donc c'est là-dedans que nous on va essayer de se glisser pour une opportunité, parce que je pense qu'effectivement on retourne le problème dans tous les sens, mais c'est évident que le retour à la normale va être long et compliqué. Et ce sera ma dernière question, Thomas. Qu'est-ce que l'entrepreneur de 40 ans qui s'appelle Thomas Chabrière aura appris de cette crise sanitaire? Il a été aux premières loges en Chine. Qu'est-ce que vous aurez appris de ça, vous, Thomas? Pour moi, ça a été une leçon d'humilité sur plusieurs points de vue, de par le fait que déjà, on n'est jamais en sécurité, parce qu'on peut être tenté parfois d'avoir l'ego qui prend la place en disant « ma boîte marche super bien, je suis le roi du monde, on va cartonner, c'est que le début », puis bam, voilà, en 2 semaines, on se retrouve à terre. Ça a été aussi une leçon d'humilité parce que peux parfois me percevoir comme étant vraiment le capitaine du bateau sur mon entreprise, et puis toujours un peu la locomotive. Et là, j'ai été incroyablement touché et marqué par l'esprit de solidarité et d'entraide de mon équipe, de compréhension, parce que j'ai dû licencier en Chine parce que le système du droit du travail fait qu'on peut pas mettre au chômage technique, mais avec la promesse d'une embauche derrière, et tout le monde a compris, personne ne s'est rebellé, il y a eu 0 conflit. Et au Maroc, c'est allé encore plus loin puisqu'on a mis en place un système de solidarité où avec nos motos, on va faire des courses pour des seniors ou des personnes handicapées isolées, bénévolement bien sûr, et j'ai 100%, pas 90, 100% de mon équipe est bénévole pour aller faire des courses. Alors que le danger est réel, hein. J'ai hélas l'ami d'une personne de mon équipe qui est décédé du virus à 31 ans, mais tout le monde est volontaire et tout le monde est prêt pour aller faire des courses à chaque fois. Et notre seul problème, c'est de définir qui va y aller. On a dû mettre en place des rotations parce que tout le monde voulait y aller. Donc c'est une leçon d'humilité aussi parce que, et de gratitude, parce que j'ai une équipe fabuleuse qui m'entoure et qui me donne une motivation incroyable pour repartir à 400 à l'heure quand ça repartira, mais encore une fois avec humilité parce que je sais pas trop où on va.
Avec nous maintenant, depuis Los Angeles, Julie Campistron, qui elle va être confrontée, au moment de la reprise, à une problématique bien moins angoissante qu'elle l'aurait été il y a seulement quelques mois. Julie, qui avait créé et développé une application consacrée au bien-être physique et psychologique, a en effet revendu sa start-up au géant américain des médias Meredith, et ceci il y a seulement quelques mois, en octobre 2019. La peur du lendemain, de l'après-Covid-19, n'existe donc pas pour cette Toulousaine. Elle existe d'autant moins que son application Stop, Braze and Think, arrêtez-vous, respirez bien,